remarque à Madame Brahimi concernant la part subversive des réalisateurs maghrébins qui recourent à l'arabe dialectal dans les films. Moi, je ne vois pas où se trouve la subversion, en sachant qu'il n'existe quasiment pas de films maghrébins qui se font en arabe classique, nonobstant les films historiques, mais là, ça se compte sur les doigts de la main. Autre chose, j'avais l'impression que vous voudriez peut-être parler d'une esthétique francophone plutôt que d'une francophonie au sens purement, je sais pas, linguistique. Et là, il faut peut-être parler d'une esthétique française dans ce cas-là, parce que je ne sais pas si une esthétique cinématographique francophone existe réellement. Donc c'est tout à fait légitime de parler de l'influence du cinéma français sur le cinéma maghrébin, en sachant que ces réalisateurs-là, ils ont été pour la plupart formés en France et ils ont été donc influencés par le cinéma de la Nouvelle Vague, les réalisateurs français bien sûr, Alain Robbe-Grillet et j'en passe. Et là, on est dans les techniques cinématographiques. Mais d'un point de vue linguistique, moi, je n'ai pas vraiment vu la francophonie dans tout cela. Alors, j'aimerais avoir... Je crois que, bon, tout est résolu si on admet que le cinéma est un langage. Ce qui est affirmé par de très nombreux cinéastes, comme vous savez. Donc, à partir du moment où on admet qu'il est un langage, c'est-à-dire qu'il met en jeu et qu'il utilise tout un système de signes, on peut parfaitement lui appliquer, ou ne pas lui appliquer, le terme de francophonie qui fait référence à une langue. Effectivement, il y a un déplacement. J'admets bien volontiers qu'en parlant de cinéma, au lieu de parler d'œuvres littéraires, j'opère une espèce de décalage. J'aime bien ce mot décalé, qu'on emploie un peu à tort et à travers maintenant, mais je trouve que c'est un petit peu ça, c'est un pas de côté. Je préfère à la limite employer le mot décalé plutôt que de jouer sur l'opposition centre et périphérie qui me paraît usée jusqu'à la corde. Alors donc je dirais qu'en effet, ces propos sont un peu décalés par rapport à ce qu'on peut tenir à propos du langage au sens propre, c'est-à-dire de ce qu'on trouve par exemple dans les œuvres littéraires, mais je ne crois pas du tout que ce soit pour autant impossible de le faire. D'autre part, alors je reviens à votre première question, c'est très précis. Pourquoi est-ce que je dis que dans ce cas-là, ce n'est pas le fait d'utiliser l'arabe dialectal qui en lui-même est subversif, c'est ce que dit cet arabe dialectal. Ce qu'explique par exemple Ferid Bouguedir, qu'on comprend parfaitement dans Al-Fawin, c'est que dans ce quartier de Tunis qui s'appelle Al-Fawin et qui est un vieux quartier populaire, il y avait des habitudes d'autonomie qui se reflétaient jusque dans le langage et qui, évidemment, sont brimées par la volonté centralisatrice du nouveau pouvoir indépendant. Et donc, on assiste en particulier à un petit personnage de poète libertaire qui est en même temps cordonnier, un peu ivrogne, etc., et qui manie à la perfection une langue allusive qui évoque à la fois des événements politiques et tout le domaine sexuel à travers un langage qui existe réellement en tant que langage populaire, mais qu'il retravaille et réutilise à sa façon. Alors là, on est vraiment quand même dans quelque chose qui est lié à la nature d'une langue populaire. Et quand je parle des femmes, bien sûr, la même chose, j'ai peu le temps d'expliquer, il s'agit des femmes qui vivent dans le palais bellical, et ces femmes, c'est le groupe des servantes qui vivent enfermées, qui n'ont pas de moyens d'expression ou de moyens de défoulement. Et alors, tout en faisant le répluchage de légumes, etc., elle se livre à une série de jeux de mots à base sexuelle, là aussi, qui les font beaucoup rire elles-mêmes et qui sont tout à fait transparents au moment où elles épluchent les légumes, etc., etc., parce que ça existe dans toutes les langues populaires et qu'en fait, on passe très bien de l'une à l'autre et que je dirais qu'on traduit à mesure dans la langue qu'on veut. En tant que spectateur, on trouve des équivalents dans Rabelais ou ailleurs, si on en a besoin. Donc là, vraiment, je crois quand même que la langue populaire
est transposable, que dans un film où elle s'exprime en tant que langue d'arabe dialectale, elle n'en fait pas moins référence, elle n'a pas moins des possibilités d'être comprise, du point de vue d'une culture francophone, et c'est là-dessus que joue parfaitement quelqu'un comme Ferid Bouguedir, qui est astucieux en diable et qui veut toucher tous les... qui sait parfaitement bien qu'il passe du particulier à l'universel, ce faisant, pour employer des formules un petit peu clichés. Donc c'est un type de travail possible qui est vraiment un travail sur la langue et qui n'empêche pas ces films d'être des films que j'appelle francophones, parce que je crois que les réalisateurs les ont conçus ainsi, que la distribution, la production, etc., l'ensemble des films appartiennent au domaine francophone, que leur réception en domaine francophone a été majoritaire et excellente, etc., etc. Et ça n'empêche pas donc qu'il y ait utilisation, mais pas n'importe quelle langue, pas la langue officielle, il s'agit de la langue populaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Je voulais dire, en tout cas en ce qui concerne l'Algérie, c'est que faire un film en arabe dialectal était un défi. Parce qu'à partir de 1969, il y a eu la loi de l'arabisation et qu'aucune production artistique ne pouvait se faire dans une autre langue que l'arabe classique. Donc, prendre la parole dans un film en arabe dialectal, c'est une subversion, en tout cas pour les cinéastes algériens. Voilà ce que je voulais rajouter. Je ne sais pas pour la Tunisie ou pour le Maroc, mais en tout cas pour l'Algérie, c'est institutionnalisé. Oui, je crois que vraiment la distinction, c'est entre une langue authentiquement populaire et une langue qui a perdu sa saveur parce qu'elle est langue officielle. La justification de Nadir Moknesh dans son dernier film, dans les deux derniers films qui sont entièrement parlés français, c'est qu'il fait parler ce français à cette grande actrice qui s'appelle Biouna, qui est une femme d'un âge plus que certain, et qui, elle, alors parle complètement français, en français populaire, mais très curieusement, qui fait, qui évoque, si je puis dire ainsi, un certain français populaire, par exemple dans les milieux de l'immigration à Paris juste après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense vraiment que si quelqu'un veut retrouver de nos jours le français populaire des années 45, 50 jusqu'à 55, peut-être jusqu'aux années 60, il faut aller le chercher dans ce qui reste des immigrés de cette époque-là, qui l'ont appris sur le tas, dans les bistrots où ils jouaient les dominos, etc., et qui ont gardé, justement, parce qu'ils ont beaucoup moins évolué sous la pression des autres, ils ont gardé cette saveur de la langue française populaire. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'on est encore une fois dans le paradoxe. Pour moi, les meilleurs représentants du français populaire, c'est les vieux immigrés maghrébins. Bon, c'est un paradoxe. Ça, j'en conviens. Encore quelque chose. Alors, vous avez aussi dit que c'était pas forcément un cinéma francophone. Moi, je pense au contraire que si. Il est francophone dans le discours qui est développé dans ces films, la dénonciation d'un certain nombre d'interdits dans la société. Et puis, c'est un discours tourné vers la modernité. La francophonie, c'est être tourné vers la modernité. Enfin, à mon sens. À ma connaissance, les films algériens les plus connus sont tournés en arabe dialectal. Mais passons, c'est peut-être un petit détail. Mais pour je suis un fervent défenseur de la francophonie, mais je ne comprends pas pourquoi il faut toujours passer par un réquisitoire de la langue arabe ou de l'arabophonie, et on lui colle cet intégrisme religieux, cet essentialisme identitaire. Pourquoi la francophonie serait synonyme d'ouverture et d'universalisme et de modernité? Je ne comprends pas. Si on parle de circuits de production, de distribution de cinéma et de bailleurs de fonds, oui, on est en pleine francophonie. Mais parler de modernité au nom de la francophonie, franchement, je ne vois pas trop le lien, en tout cas, voilà.
que l'arabisation a été imposée. Et parce que, au nom de l'arabisation, on a étouffé les cultures populaires et les langues populaires. Voilà pourquoi, en fait, faire un film en arabe dialectal ou bien faire une littérature qui porte des énoncés en arabe dialectal ou en tamazight, c'est d'une certaine manière affirmer la liberté d'expression. C'est pas l'arabe en lui-même, c'est l'arabe qui a été imposé. C'est une différence. Oui. Du discours de ces films. J'ai parlé du discours développé dans ces films. Qu'il soit développé en français ou en arabe dialectal, c'est un discours qui est ouvert sur le monde et non pas, comme on a voulu nous l'imposer, un repli vers un passé dépassé. Ben oui, mais les langues, les idées, je ne vois pas comment on peut les séparer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est entre l'Algérie et la Tunisie, il y a un écart. On a connu des intégristes d'Égypte, d'Arabie Saoudite, avec qui enseignaient d'ailleurs, soi-disant l'arabe. C'était de l'idéologie islamiste intégriste. Hein. C'est là la différence. Donc je crois que Madame Kebas fait allusion quand même à ça. Imposer une langue qui vient de l'Orient, mais c'est l'idéologie derrière qui est imposée, et non pas la langue en tant que moyen d'expression. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On termine? Le mot d'intégrisme, je crois qu'il y a... on s'arrête toujours et souvent mal. On peut être intégriste islamiste, mais on peut être intégriste aussi linguistique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on envisage la langue française comme un outil cloisonné, statique, et puis unilatéralement utilisé, c'est sûr que dire francophonie égale modernité, ça sonne faux, c'est évident. Hein. Mais à partir du moment où vous envisagez, comme ont essayé de le faire les écrivains que nous avons présentés aujourd'hui, l'entrée dans la, je ne vais même pas dire dans la francophonie, mais l'entrée dans la langue française, comme une possibilité de circulation en fait. Pas uniquement de circulation linguistique, mais de circulation entre tous les univers à partir desquels on parle. On parle, tout simplement. D'accord ? Alors, à partir de ce moment-là, eh bien, on va dire que si la langue française, c'est le cas ici, venait à se taire, c'est ce que dit venait à se taire en nous, ben en fait, c'est vrai qu'il y a une partie de nous-mêmes qui en viendrait à être amputée. Donc, du coup, tout ce regard vers l'extériorité, quand on parle de modernité, peut-être que Mme va s'associer le regard vers la modernité à ce regard vers l'extériorité, ben, tout le regard vers l'extériorité en viendrait à être amputé d'une partie essentielle, qui est donc cette possibilité de circulation entre les deux langues dont nous avons la possibilité d'utilisation, et ça c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que cette possibilité d'utilisation a été freinée. Et quand dans nos pays, mais ça je pense que c'est un débat qui n'intéresse que nous en fait, hein, quand dans nos pays on nous a d'une certaine manière imposé idéologiquement une certaine forme d'arabisation, parce que je ne suis pas contre le fait, hein, personnellement, qu'un certain nombre de choses aient été enseignées en arabe, après tout pourquoi pas. Mais le processus idéologique a masqué complètement la volonté d'enrichissement dont on aurait pu effectivement bénéficier si ça avait été fait correctement. Alors évidemment, à ce moment-là, il y a eu un processus binaire qui s'est installé. On a dit, bon, modernité égale langue française, égale l'ailleurs, etc. Intégrisme, enfermement, etc. égale arabe, égale intérieur. Et puis alors, entre les deux, ben, il y avait tout ce que nous revendiquons, nous, c'est-à-dire toutes ces langues maternelles réelles, en fait. Ce que j'appellerais l'algérien chez nous, par exemple. L'algérien, j'inclus le berbère, j'inclus l'arabe, etc. Et il y a eu cette langue académique qui a donc freiné, en fait, ce processus. Et un processus de construction identitaire, ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment
Parce que moi, quand on me dit, bon, ben, je sais pas, si on me dit qu'est-ce que vous êtes, ben, je serais un peu embarrassée de réduire mon identité exclusivement à mon appartenance arabe, ou même berbère d'ailleurs, ce serait encore plus large. Je dirais que ça fait partie de tout ce processus de construction identitaire dont la langue française et dont la France fait partie. Il y a des idées que je défends, il y a des valeurs auxquelles je crois, mais ces valeurs, lorsqu'elles s'entrecroisent avec les valeurs dont j'ai bénéficié à la naissance, ben ça donne quelque chose d'absolument extraordinaire. Je crois que c'est ça qu'il faudrait revendiquer. On peut finir sur l'idée d'un dernier paradoxe. Le paradoxe, c'est que la francophonie au Maghreb bénéficie énormément du développement de l'intégrisme. Bon, il faut bien à quelque chose malheur et bon, on en a au moins trouvé une raison d'être optimiste, avec tout l'humour qu'il faut mettre là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou Oui, certainement. Bon. Ben, merci encore à nos conférencières.